je vais vous parler d'un thème on ne peut plus banal. Mais dans ce titre, l'éducation thérapeutique du malade et de leur famille, il y a tout un parcours qui a pris certainement 20, 30 ou même 40 ans. C'est l'éducation du malade. Puis ensuite, c'est devenu l'éducation du malade, mais bien sûr aussi de leur famille. Et puis beaucoup plus tard, assez récemment pour finir, il y a une dizaine d'années, on a joint ce thème thérapeutique, l'éducation thérapeutique, parce que l'éducation du malade a à faire directement avec l'efficacité du traitement. Dans le fond, d'où venons-nous en diabétologie? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la découverte de l'insuline? Mais le point clé, c'est où est-ce qu'on devrait encore aller? Alors, d'où venons-nous en diabétologie? Vous connaissez peut-être le tableau de Gauguin, n'est-ce pas? D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? J'ai peut-être pris un peu ce thème, mais en diabétologie, il y a eu deux grands moments. La découverte de l'insuline par Banting et Best, que vous voyez ici, et puis quand même la survie miraculeuse de ces enfants qui, comme vous pouvez le voir ici, Jocelyn à Boston avait une soixantaine d'années quand il a été le premier à injecter de l'insuline. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il a mené à l'ultime acidocétose et presque au cimetière 12 000 enfants, 12 000 enfants, qu'il avait soignés avec une méticulosité parfaite. Et vous voyez que cet enfant que vous venez de voir, il a bénéficié de cette précision, de cette conviction, de ce sens clinique et puis aussi humanitaire de Jocelyn. Et il a mené donc à peu près 12 000 enfants. Il les a accompagnés pour une acidocétose finale et mortelle. Et là, je vous ai mis 100 enfants, 100 fois le mot enfant. Donc 100 familles, dont probablement 250 frères et sœurs qui ont perdu leur frère ou leur sœur d'une acidocétose par manque d'insuline. Et vous voyez ce miracle de l'insuline. L'enfant, le jour de sa première injection, est là 3 mois après. L'histoire du diabète part par une recherche biomédicale spécifique qui a été l'insuline. Il a fallu attendre une vingtaine d'années, même un peu plus, pour qu'on découvre qu'une des complications qui touchait les membres inférieurs, des infections, des amputations même, étaient liées à l'excès de sucre dans le sang. Et puis, à la suite d'une présence non spécifique qui traitait la glycémie, mais la présence des antibiotiques ou bien la présence d'agents oraux. Pour le diabétique de type 2, on a réussi à faire ce miracle d'une amélioration du contrôle du diabète. Alors vous voyez ici dans cette image que après la dimension spécifique biomédicale du contrôle de l'insuline, on est arrivé à une dimension biomédicale mais non spécifique à la glycémie. Et puis là, dans cette partie jaune, est arrivé le grand problème de l'éducation. Avec une information des malades, on a réussi à améliorer le contrôle de la maladie. Alors, avant, en rouge, on était dans le domaine biomédical, et puis ici, on est aussi dans le domaine biomédical, mais un peu dans le domaine pédagogique surtout, et puis psychosocial. Alors, comment est-ce que la première personne qui a vécu ça, c'était une femme médecin qui ne connaissait pas grand-chose dans le diabète, et puis elle a fait écrire à ses collaborateurs la cause finale d'une décompensation. Il n'a pas dosé l'acétone dans l'urine, il a mangé trop gras,
il a bu trop de jus de fruits alors qu'il avait très soif parce que son diabète était déséquilibré. Et cet élément, dans le fond, d'avoir cherché des petites causes, a été à l'origine d'un enseignement dit thérapeutique des patients. Et puis dans cette zone bleue, assez fascinante, c'est 2 grandes études en Suède et puis aux États-Unis où on a suivi des patients pendant plus d'une dizaine d'années. Et on a vu que les patients qui étaient bien suivis, c'est-à-dire qu'on avait organisé la gestion de la maladie, rappelé le malade à période régulière, eh bien on est arrivé à prouver que quand l'hémoglobine glyquée s'abaissait, on arrivait à contrôler une bonne partie des complications à long terme. Mais malheureusement, l'éducation, il y a un grand danger. L'éducation véritable, c'est un accompagnement. Or, dans ces photos que j'avais vues en Lituanie d'un théâtre de marionnettes, vous pouvez réaliser qu'il y en a un qui sait et qui gronde, et puis il y en a un autre qui est un peu victime. Ici, là, c'est peut-être le médecin avec son chapeau rouge, et puis le patient qui est un petit peu apeuré. Mais regardez ici, une des petites filles qui regardait ce théâtre du vécu. Elle est fascinée par cette petite pièce de théâtre. Eh bien, ça nous mène au deuxième élément de ma petite présentation, c'est où devrions-nous encore aller? Où devrions-nous encore aller? Alors, il faudrait mieux tenir compte des différences culturelles et psychosociales de chaque personne. Il faut tenir compte aussi des saisons de la vie. Un adolescent, c'est pas un enfant. Et puis un jeune adulte qui recherche son pouvoir, à bonne raison, c'est pas une personne qui vient d'entrer à la retraite. Et puis une personne qui est à la retraite, qui voit son avenir un peu limité, les saisons de la vie doivent aussi, dans le fond, colorer, si on peut dire, colorer la pédagogie et l'accompagnement du malade. Se décentrer sur le patient et sa famille, c'est un projet important parce que moi, médecin, je suis centré sur la maladie. Et il faut que je me décentre de mon identité médicale et me centre sur le patient et sa famille. Et puis alors, on retourne au théâtre de marionnettes, développer la créativité. Voilà toutes les personnes, toutes les institutions, tous les éléments qui participent de près ou de loin à l'équilibre d'un malade. Le patient au centre du traitement médical. Eh bien, au centre du traitement médical, il y a toutes sortes d'éléments que l'on peut voir avec intérêt. Il y a les assurances médicales, il y a l'hôpital, il y a les techniques de radiographie, il y a les tests de laboratoire. Et naturellement, quand une infirmière vous pique sans douleur, je retournerai plus facilement à faire d'autres tests que si elle m'a fait mal et elle était désagréable. Il y a la motivation aussi. Vous voyez, vers 1h de l'après-midi, la force de cette personne qui a été amputée et qui, avec sa volonté de se développer, d'aller de l'avant, arrive à surmonter son handicap. Vous avez aussi, à 3h de l'après-midi, les structures de formation et politique, avec cette image de l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez aussi les médecins qui vous auscultent. Il y a l'éducation du malade, comme on va le voir un peu plus loin. Et puis, il y a les personnels qui vont visiter les familles. Et puis, il y a les patients, les associations de patients. Vers 7h du soir, vous avez la réhabilitation. Vous avez aussi tous les politiciens de la santé.
vous avez l'industrie pharmaceutique. Donc vous voyez que dans le fond, centré sur le malade, c'est un concept extrêmement complexe et compliqué. Et puis il y a une autre chose, mettre le patient au centre, c'est au centre des aspects psychosociaux. Et on va retirer de ces 26 images que vous avez vues au début, eh bien on va en prendre quelques-unes. Par exemple, il y a les médicaments. Si j'arrive pas à ouvrir ma boîte de médicaments alors que j'ai du rhumatisme, eh bien, comment est-ce que ces médicaments pourront être utiles? Les domaines psychosociaux, par exemple, tout ce qui touche aux traditions alimentaires locales. À 1 heure de l'après-midi, vous avez la prise en charge de mon handicap. Voilà un patient qui apprend à marcher avec une canne blanche. Il y a les styles de vie. Vous voyez un couple qui court l'un et l'autre alors qu'ils sont les deux à la retraite. Il y a les études. Souvent, quelqu'un, un jeune homme ou une jeune fille qui est hospitalisé, l'école à l'hôpital ou parallèlement à son handicap. Et puis il y a la famille. La plus grande solitude, c'est d'être seul avec sa maladie et de ne pas être soutenu par sa famille. Et puis il y a les activités professionnelles. Et puis il y a les amis. Et aujourd'hui, peut-être qu'avec le téléphone, les téléphones portables, on a réussi à créer des liens qui sont absolument uniques. Il y a aussi, vous avez vu dans l'image précédente, le docteur et les infirmières avaient un masque parce qu'il y avait un danger de contagion, et maintenant c'est un médecin qu'on peut cerner, qui n'a pas de masque, qui crée un dialogue. Il y a aussi la religion et les croyances culturelles et de santé qui sont aussi des éléments fondamentaux dans les dimensions psychologiques. Alors le patient au centre, c'est un effort fondamental, mais il faut que le médecin se décentre de son identité de soignant, l'infirmière aussi, et se recentre sur le patient. Alors là, je prends des petites images amusantes. Partager avec les patients une expérience commune, c'est aider à se décentrer. Avoir une activité concrète et pratique, c'est aussi quelque chose qui va favoriser le lien. Et puis savoir aborder avec doigté, les messages et les craintes personnelles. Donc, savoir aborder ces messages personnels, activités concrètes et pratiques, aborder avec doigté ces angoisses. Et là, vous avez ces images intéressantes, ceux qui élargissaient la route tranquillement avec les vieux chasse-neige, ou bien plus récemment avec des chasse-neige très puissants. Mais là, on est presque trop puissant par rapport à la fragilité des messages des malades. Et puis, vous savez que dans les chasse-neige, y a ceux qui éliminent toute trace. Alors, c'est pour ça qu'il y avait ce terme de doigté, Il faut faire, dans l'écoute du malade, y aller avec une grande finesse. Parce que la vie est un parcours sinueux et l'affect, les impressions, les croyances de santé, les angoisses aussi. Et puis, il faut développer la créativité. Et vous avez vu que dans cette petite image de ce théâtre de Guignol, n'est-ce pas? Eh bien, cette créativité est quelque chose de vital parce qu'elle va nous protéger, et les uns et les autres, et les soignants et les patients, de ressasser, de recopier des idées presque figées comme des conseils et des listes de choses à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans la créativité? Mais il y a toutes sortes. Alors, c'est des activités en groupe. On peut peindre, on peut écrire, on peut danser, on peut chanter.
Et puis, il y a quelque chose qu'on a beaucoup travaillé dans notre fondation à Genève, c'est la notion du théâtre du vécu. Alors, le théâtre du vécu, c'est quelque chose qui prend quelques jours. On demande aux patients, aux participants, d'écrire un texte libre, sur une expérience personnelle, absolument pas nécessairement liée à la maladie. Et puis, ensuite, eh bien, les participants vont sur une scène. Et puis, sur cette scène, eh bien, on va élaborer le texte à travers la mise en scène. Et voyez, un monsieur qui était un ancien alcoolique, vous voyez comme l'acteur professionnel essaye de prendre des positions qu'on peut souvent voir chez une personne amaigrie par une toxicité chronique. Et puis, vous voyez qu'on a beaucoup de tissus qui peuvent, dans le fond, exprimer des états d'âme, des états affectifs. Et en violet, vous avez cette dame jusqu'à la satisfaction totale du participant. Vous voyez cette dame qui se lève, elle veut aller dire aux deux acteurs qui sont au fond de la scène que ce qu'ils essayent d'exprimer ne correspond pas à son texte. Donc il y a un lien extrêmement actif entre le participant qui travaille au théâtre du vécu et l'acceptation des professionnels du théâtre de s'adapter, de coller au vécu de personne. Alors les effets du théâtre du vécu sur les patients, eh bien, c'est de reparler d'une expérience significative avec distance. Je ne peux pas parler de mon accident de voiture, mais je peux en parler indirectement, d'autant plus facilement sur la scène. Je peux participer à l'élaboration d'un vécu souvent caché. Vous avez vu avec les chasse-neige qu'il y a la finesse d'abord de ce vécu. Participer à l'élaboration d'un vécu qui est chez chacun de nous souvent caché. Et puis se sentir réellement écouté par l'ensemble du groupe. Ce théâtre du vécu se fait entre 5 et 6 personnes, souvent 8, mais en vase clos. Ce n'est pas une pièce de théâtre qu'on va montrer dans un public de quelques centaines de personnes. C'est pour eux. Et puis alors, les effets du théâtre du vécu chez les soignants, ils sont impressionnés. Mais vous savez que les soignants, ils ont pratiquement les mêmes problèmes de souffrance que ont les malades. Prendre de la distance face à sa souffrance, se sentir écouté par tous les participants, voir ce vécu sur une scène et joué par des acteurs. Mais il y a des choses un peu spéciales pour les soignants. C'est très très utile dans cette crise que tous les soignants ont, mais je sers à quoi? Dans cette maladie chronique qui ne fait pas de signes. Et puis, je sers à quoi quand je vois le poids administratif? Je dois remplir des formulaires. Et à la fin, je sers à quoi? Vous savez, les soignants qui s'occupent de l'urgence, ils savent toujours, ils sont épuisés. Mais ce n'est pas le burn-out. Ils sont épuisés parce qu'ils ont trop travaillé. Donc, dans la maladie chronique, le théâtre du vécu est une merveille dans la protection de ce burn-out. Et puis, l'immersion en psychologie médicale. C'est-à-dire qu'à travers le théâtre du vécu, je peux percevoir la souffrance de l'autre. Et ce n'est pas un psychologue qui va me donner les clés de la souffrance de l'autre. C'est l'autre, le patient, qui, dans son silence, a vécu des choses que je ne pouvais pas souvent m'imaginer. Et puis, c'est un modèle pour apprendre le partenariat. Dès qu'on fait quelque chose de créatif en groupe, danser, chanter, faire du théâtre, eh bien,
on comprend la force du partenariat. Et j'insiste sur ce partenariat parce qu'un des dangers de l'éducation thérapeutique, c'est l'information sur la maladie. Il n'y a pas de partenariat. D'ailleurs, quand vous allez relativement tard à la gare, vous demandez quand part le train, la personne qui vous dit part dans 10 minutes, et puis il vous faut 20 minutes pour trouver le quai de départ, vous devez, il n'y a pas de partenariat. Alors, se rendre plus efficace comme soignant, par où faut-il encore passer? Mais moi j'ai une réponse. Protégeons-nous des connaissances livresques, des connaissances lues, des connaissances utiles aux examens, mais travaillons avec les artistes. Vous voyez cette image tragique qui est à l'origine du burn-out. Il n'y a pas de vent. Ça sert à quoi pour moi d'être un marin? Je sais utiliser les voiles. Les artistes dénoncent l'insoutenable, ils ont l'art de créer le beau pour dire le vrai. Et vous savez qui l'a dit? À l'an 1 de notre ère, c'était Sénèque, un Romain d'origine espagnole, par-dessus marché, les artistes dénoncent l'insoutenable, ils ont l'art de créer le beau pour dire le vrai. Avec ce savoir-faire manuel, eh bien, on peut continuer à naviguer même dans des coups de vent assez violents. Ce qu'il nous faut, c'est être très proche des artisans. Voyez cette main d'un maçon ou d'un menuisier ou d'un charpentier, c'est une main qui a touché du bois. Cette main d'un artiste qui fait de la sculpture, c'est une main qui est en contact avec la glaise, avec la terre. Ces gens-là, ils peuvent nous expliquer comment nous vivons la création, avec des mots tout simples, des mots de terre, des mots qui accompagnent ces mains qui sont sales, en fait, de la poudre de cette terre. Vous savez, le cœur de l'art, c'est le vécu. Et le cœur du vécu, c'est l'amour. Et vous savez qui l'a dit? Un trompettiste de jazz, Quincy Jones, un autre musicien, un autre artiste, un autre homme de ventilation à travers sa trompette. Merci d'enseigner, de naviguer avec vos mains. Merci encore. À vous de jouer.